Je suis actuellement dans un des déserts les plus chauds de la planète. Aujourd'hui, il fait 47 degrés, ressenti 50. Autant vous dire que c'est invivable. Je me trouve en Égypte, tout au sud du pays, proche de la frontière avec le Soudan. L'année dernière, ils ont enregistré une température de 50,9 degrés. Et comme vous pouvez vous en douter, ici, il pleut jamais. Et l'eau, ça devient une ressource de plus en plus rare et précieuse. Et donc forcément, ça crée plein de tensions dans la région. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Des réunions au sommet ont lieu entre les trois pays. Les Égyptiens sont très attachés aux droits historiques qu'ils ont sur le Nil. Si le barrage modifie la quantité d'eau que nous recevons du Nil, alors la ligne rouge sera franchie et notre pays pourra se battre pour l'eau. Bon, c'est vrai que le manque d'eau, c'est un truc qu'on connaît pas trop en France. Mais en Égypte, chaque goutte est en train de devenir une question de pouvoir, de survie, voire de guerre. On croit que l'eau est partout tout le temps, mais dans les zones arides, c'est une ressource fragile qui est de plus en plus difficile à gérer et qui se raréfie, que ce soit sur sa quantité ou sa qualité. Et ça crée des conflits. En Libye, le projet du grand fleuve artificiel qui achemine l'eau du désert vers la côte est devenu une cible stratégique dans la guerre civile. Les combattants se disputent le contrôle de cette infrastructure vitale pour l'utiliser comme une arme de pression sur le gouvernement et sur la population. En Syrie, le barrage de Tishrin est au cœur de la guerre civile, parce qu'y avoir accès, c'est contrôler le débit d'eau dans la zone, mettant sous pression les populations civiles. Au Soudan, la guerre civile du Darfour a été alimentée par la sécheresse et la désertification, qui a provoqué un conflit armé pour l'accès aux terres et aux points d'eau. Mais les guerres de l'eau ne sont pas forcément des guerres armées. Ça peut aussi être une guerre d'influence et de diplomatie. En Asie du Sud-Est, c'est la Chine qui mène la danse. En amont du Mékong, Pékin construit barrage sur barrage, maîtrisant ainsi le débit d'un fleuve vital pour le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et le Vietnam. En Amazonie, cette fois-ci, l'eau est exploitée, canalisée, parfois détournée au profit de projets miniers ou agricoles, souvent au mépris des écosystèmes et des peuples autochtones. Et on retrouve encore de nouvelles problématiques avec le Colorado en Amérique ou le Tigre et l'Euphrate en Turquie. Partout, la même question. Qui a le pouvoir? Le pouvoir de contrôler l'eau et de décider comment elle est utilisée. Dans certaines régions du monde, c'est un pouvoir de vie ou de mort. Et au cœur de cette guerre, il y a un fleuve, le Nil. Un géant de 6700 km qui traverse 11 pays. Des centaines de millions de vies dépendent de lui. Alors forcément, chaque pays est prêt à tout pour le contrôler et assurer sa survie. On est actuellement en train de s'enfoncer dans le désert là. On va à 200 km d'ici, vraiment au milieu de nulle part dans un endroit complètement fou. Et c'est un endroit d'ailleurs qui est assez sensible, je vous expliquerai après pourquoi sur place. D'ailleurs, je profite de ce petit moment d'accalmie là avec la clim dans la voiture pour remercier IPLN qui nous a envoyé cette belle caméra. En fait, on avait besoin de caméras qui survivent à de très grosses chaleurs. Les températures ici sont tellement extrêmes qu'il nous fallait du matos qui était capable de survivre à ça. Et c'est pour ça que IPLN nous a envoyé une Sony FX30. Et c'est grâce à ça qu'on va filmer toute la vidéo. Ça y est, je suis passé chez Sony. Et IPLN, si vous connaissez pas, c'est une boutique française qui est spécialisée en photo et en vidéo. Autant vous dire qu'ils sont très calés sur le sujet, qui pourront vous conseiller au mieux si vous allez les voir en boutique à Paris ou à Lyon, ou même sur leur site internet parce qu'ils peuvent aussi vous conseiller à distance. Et sur leur site internet d'ailleurs, il me semble qu'ils ont 17 000 références, donc vous devriez trouver votre bonheur. En plus de ça, ils peuvent vous livrer en 24 heures. Il y a tout en description si ça vous intéresse, vous pouvez aller checker le petit lien. Et puis merci à eux pour cette belle caméra. On va continuer la route. On a encore 2 heures de route il me semble. Là, il y a des champs tout autour de moi, à perte de vue. Mais quand je vous dis à perte de vue, c'est vraiment à perte de vue. Et c'est des cercles de verdure en plein milieu du désert. C'est hallucinant. Vraiment, on a roulé presque 3 heures dans le désert pour arriver jusqu'ici. Et on se retrouve avec de la verdure partout, quoi. Et j'adorerais faire décoller un drone pour vous montrer l'immensité de ce qu'il y a autour de moi. Mais malheureusement, on est dans une zone qui est extrêmement tendue. Donc impossible de faire décoller un drone. Alors c'est dû à 2 choses. La première, c'est que la majorité des fermes autour de moi sont tenues par l'armée. Mais la plus grosse raison, c'est surtout que en fait on est proche de la frontière avec le Soudan et c'est un pays qui est vachement instable en ce moment. Il y a du trafic
trafic d'armes, de drogue, d'êtres humains près de la frontière. Donc l'armée égyptienne garde un contrôle très serré sur toute cette frontière-là et donc sur toute la zone sur laquelle on se trouve. Bon, là on n'est pas dans une zone dangereuse, mais ça reste une zone qui est très surveillée, donc les drones c'est pas possible. Par contre, je peux utiliser une autre technologie pour vous montrer ce qu'il y a autour de moi. Une technologie qui n'a pas besoin d'autorisation pour survoler une région. Le petit point rouge que vous voyez là, c'est moi. Et pour que vous ayez un ordre de grandeur, le champ qui est juste là, il fait presque 1 km de diamètre. Et des champs comme ça, il n'y en a pas des dizaines. Non, il y en a des centaines et des centaines et des centaines. C'est immense en fait. D'un bout à l'autre, cette zone de culture, elle fait presque 100 km de long. Et c'est d'ailleurs exactement comme ça que j'ai découvert cette zone et que j'ai eu envie de faire une vidéo sur le sujet. Parce que je me baladais sur Google Maps en vue satellite et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Et il m'a fallu un peu de temps pour comprendre que c'était des champs. Et quand j'ai vu tous ces cercles, j'ai halluciné parce que on est en plein désert. On est dans un des déserts les plus chauds de la planète. Aujourd'hui, il doit faire 47 ou 48 degrés. Et du coup, évidemment, je me suis demandé pourquoi et comment c'est possible de faire pousser tous ces champs. Il pleut pas ici. Donc d'où elle vient cette eau? D'ailleurs, avec des satellites qui sont capables de capter les infrarouges, on peut voir l'humidité dans la végétation, c'est-à-dire la quantité d'eau contenue dans les feuilles. Pour que vous compreniez bien, voici une image de la France. Et en rouge, vous pouvez voir les zones où soit la végétation est très sèche, soit il n'y a pas de végétation du tout. D'ailleurs, c'est ouf parce que si on se met au-dessus de Paris, on peut voir les avenues qui se dessinent, tout simplement parce que de chaque côté des avenues, il y a des arbres. Bref, je m'égare un peu, je vous remontre une image de la France, voilà. Et maintenant, je vous montre une image de l'Égypte. Ouais, c'est rouge, hein, c'est rouge. Il y a pas grand chose. Donc ça montre bien qu'à la base, il n'y a rien qui pousse. Enfin, en même temps, c'est le désert, quoi. Mais si on zoome un peu, et qu'on rezoome, et qu'on rezoome, et qu'on rezoome, on se retrouve ici. Et comme vous pouvez le voir, c'est humide ici. Il y a de la végétation, alors qu'il ne devrait pas en avoir. Ah oui, non mais le gros point bleu, c'est moi. Ouais, je suis tellement humide, là, je transpire trop. Donc tout ça pour dire que c'est complètement fou que la végétation arrive à pousser ici. On est en plein désert, et pourtant, je marche dans un champ, quoi. C'est complètement dingue. Genre vraiment, j'ai l'impression d'être sur une autre planète. Et justement, si tous ces champs-là, ils sont en cercle, c'est parce qu'ils utilisent une méthode d'irrigation qui est appelée en pivot. Et elle est super utile dans les zones désertiques parce qu'elle permet de faire pousser des cultures là où il n'y a presque pas d'eau. D'ailleurs, on peut voir ce genre de champ en Arabie Saoudite par exemple, mais aussi dans certaines régions des États-Unis par exemple. Et l'avantage de cette technique, c'est la gestion précise et uniforme de l'arrosage. En fait, ça permet de réduire les pertes par évaporation et donc d'optimiser l'utilisation de l'eau qui est une ressource ultra précieuse ici. I think in the future we found a lot of methods to use a little of water. Et du coup, elle vient d'où toute cette eau pour irriguer tous ces champs? En fait, vous avez deux solutions ici. Soit vous pompez de l'eau dans des nappes souterraines, soit vous utilisez l'eau que vous trouvez en surface. Pour les nappes souterraines, il n'y a pas grand-chose ici, à part le bassin de Nubie. C'est une immense réserve d'eau souterraine qui est localisée sous l'Égypte, la Libye, le Soudan et le Tchad. Et c'est justement cette source d'eau qui est en plein cœur de certains conflits en Libye. En fait, c'est la principale source d'eau potable du pays. Et en 1984, ils ont construit un réseau de tuyaux pour que tout le pays puisse y avoir accès. Le problème, c'est que ce réseau, il traverse des zones où différents groupes armés sont présents. Et justement, c'est déjà arrivé qu'ils s'en servent comme moyen de pression. L'approvisionnement en eau a déjà été interrompu à plusieurs reprises, laissant des millions de Libyens sans eau pendant plusieurs jours, voire semaines. Notamment en 2019, où un groupe armé a coupé l'arrivée d'eau de la capitale du pays, Tripoli, qui compte 2 millions d'habitants. Bref, on est en pleine guerre de l'eau là. Et au total, le bassin de Nubie, il couvre plus de 2 millions de kilomètres carrés, ce qui représente à peu près 4 fois la France. Donc autant vous dire que c'est une très grande réserve d'eau. Donc il y a de quoi faire pousser des tomates. Et les Égyptiens, ils l'utilisent pour irriguer des cercles de culture, encore plus à l'ouest d'ici, encore plus dans le désert. Mais il y a un énorme mais, cette réserve d'eau, c'est une réserve d'eau fossile. C'est-à-dire que cette nappe-là, elle se régénère pas avec le temps. Ou alors il faut énormément de temps, genre 70 000 ans par exemple. Donc autant vous dire que c'est pas une solution long terme. Mais les champs autour de moi, ils sont pas irrigués comme ça. Non, en fait, l'eau est amenée par des immenses canaux qui viennent de la seule et unique vraie source d'eau du pays. Un fleuve qui est considéré comme sacré ici, tellement il est précieux à la survie de tous. Sans lui, l'Égypte n'est rien.
Depuis 5000 ans, le Nil structure la vie en Égypte. Il est la clé de la survie, tellement important qu'un dieu lui était dédié, Hapi. Il a toujours permis de nourrir les Égyptiens, mais c'était aussi l'axe primordial permettant de se déplacer et de faire circuler des marchandises, du sud de la Nubie jusqu'aux rives de la Méditerranée. C'est d'ailleurs grâce à lui que les pyramides ont pu être construites. Et au fil des siècles, les Égyptiens ont appris à dompter le Nil pour qu'il soit plus prévisible et éviter les famines. Des canaux d'irrigation pour développer l'agriculture, des bassins de rétention pour créer des réserves d'eau, et aujourd'hui encore, rien n'a changé. Le Nil est toujours la colonne vertébrale du pays et les Égyptiens dépendent toujours énormément de ce fleuve sacré. Sauf qu'il est désormais fragile, menacé et au cœur de tensions grandissantes. Et ça, c'est dû à une chose, ou plutôt à un simple nombre qui répond à la question de pourquoi l'Égypte veut à tout prix cultiver dans le désert. 114 millions. C'est le nombre d'habitants du pays. Alors évidemment, c'est beaucoup, mais ce qui est vraiment fou, c'est qu'en 1960, ils étaient à peine 26 millions. Donc en l'espace de 60 ans, la population a quadruplé. L'Égypte est le pays le plus peuplé du monde arabe et l'un des pays les plus peuplés d'Afrique. Et ce boom démographique, il a un prix. Parce que plus d'enfants, ça veut dire plus de bouches à nourrir. Donc forcément, ça met une énorme pression sur le secteur agricole qui doit suivre pour nourrir tout le monde. De là découlent deux problématiques. Parce que pour semer des champs à perte de vue, il vous faut deux choses, de l'eau et de la place. Pour l'eau, il n'y a pas 10 000 solutions ici. Donc on puise dans le Nil en espérant que l'eau continue d'affluer. 96% de ce qui est cultivé en Égypte dépend du Nil. Et pour la place, il n'y a pas 10 milliards de solutions non plus, parce que pour avoir des zones cultivables de 100 km de long, vous êtes obligé d'aller dans le désert. Puis en réalité, de toute façon, les seuls endroits qui ne sont pas désertiques en Égypte, c'est le long du Nil. Sauf que cet espace, il est déjà occupé. 95% de la population se retrouve entassée dans la vallée du Nil. C'est une petite bande verte qui représente que 6% du pays. Donc pour avoir de la place, il faut aller dans le désert. Mais si on se retrouve avec des milliers de champs exactement ici dans le pays, c'est en réalité dû à une troisième raison. En fait, à la fin des années 90, l'Égypte a lancé le projet Toshka pour augmenter la surface cultivable du pays. Le but était de dévier une partie du Nil pour créer d'immenses lacs artificiels et pouvoir cultiver tout autour. Et pour ça, ils ont créé des canaux sur des centaines et des centaines de kilomètres pour dévier l'eau du Nil. In old community, you can find a lot of tension between farmers because water. A lot of farmers here haven't any problem with water in this area. Government make a very controlled rules, and all of farmers, all of company, we should take it. Bon, le truc c'est que ça s'est avéré beaucoup plus compliqué que prévu, notamment parce que faire ça dans un endroit aussi reculé, en plein désert, avec des températures extrêmes, c'est au final beaucoup plus compliqué que faire ça dans le Limousin, par exemple. Donc le projet, il a été arrêté au bout d'un moment, puis il a été repris en 2022. Mais tout ça pour dire que c'est pour ça qu'on se retrouve avec plein de canaux dans cette zone qui dévient l'eau du Nil. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec énormément de fermes à ces endroits-là, parce que les infrastructures d'irrigation, elles étaient là. Parce que c'est ce projet Toshka qui a amené toutes les infrastructures d'irrigation. Mais malheureusement, c'est pas suffisant. Et le pays est obligé d'importer des milliards de dollars de produits agricoles chaque année pour pouvoir nourrir sa population. Et en plus de ça, cette production agricole, elle a un prix assez lourd pour le coup, parce que 90% de l'eau douce disponible dans le pays est destinée à l'agriculture. Et donc les Égyptiens, ils se retrouvent avec ce qui reste, 10%. L'accès à l'eau potable en Égypte, c'est une réalité à deux vitesses. Dans les grandes villes, la majorité des habitants ont accès à l'eau courante. Ils ont la quantité qu'il faut, mais pas la qualité. L'eau est assez peu traitée, les canalisations sont vieilles et il peut avoir des contaminations. Par contre, en zone rurale, c'est plus compliqué. L'eau est souvent polluée par les pesticides et les eaux usées, ce qui fait que le risque sanitaire, il est vachement important. En plus, les coupures d'eau sont fréquentes, ce qui ajoute une pression immense sur la population au quotidien. On ne boit pas cette eau. On l'utilise pour laver les vêtements, pour laver la salle de bain et d'autres choses. Pour l'eau potable, on utilise des barils.
Et le truc, c'est que la situation risque de s'aggraver. L'Égypte est déjà en déficit hydrique, mais un des enjeux pour la population, c'est de faire face au changement climatique. L'ONU prévoit même qu'à l'horizon 2030, le pays pourrait faire face à une crise de l'eau absolue. Selon elle, d'ici fin 2025, l'approvisionnement en eau de l'Égypte par an et par habitant devrait chuter de 600 m3 à 500 m3, ce qui correspond au seuil absolu de pénurie d'eau. Et il y a aussi une question d'infrastructure. Le problème réside pas tant dans un manque d'infrastructure parce qu'ils en ont déjà un certain nombre. Le gros problème, il réside surtout dans leur ancienneté, leur inefficacité et leur manque de modernisation. Et c'est là que le barrage d'Assouan, il prend toute son importance. À quelques kilomètres d'ici se trouve le barrage d'Assouan. C'est le plus grand barrage d'Égypte et il joue un rôle crucial sur le Nil. Il a été construit dans les années 60 grâce au soutien de l'URSS et il fait plus de 100 mètres de haut, presque 4 km de large et surtout il peut produire jusqu'à 10 TWh par an, ce qui est vraiment beaucoup. Et sa construction, elle a créé le gigantesque lac Nasser, une réserve d'eau qui est devenue cruciale pour le pays. Bon, mais ce barrage, il a quand même noyé des sites archéologiques uniques. Parce que dans toute cette zone, il y avait plein de temples. Et donc, quand le barrage a été construit, le lac Nasser s'est formé, mais à cet endroit-là, il y a plein de temples qui ont été complètement engloutis. Alors, ils ont réussi à en sauver quelques-uns, notamment les temples d'Abou Simbel. Mais ça a été super compliqué parce qu'ils ont dû démonter pierre par pierre chaque temple pour les déplacer à un autre endroit et tout reconstruire bloc par bloc. Donc une vraie galère et ça prend des années de faire ça, juste pour un temple. Donc ils ont eu le temps de sauver que quelques temples, tout ça pour dire que derrière le barrage, il y a plein de temples qui ont été complètement engloutis. Mais en plus de ça, cette montée des eaux, elle a surtout touché des milliers de familles qui ont été contraintes de quitter leur village parce qu'ils allaient être complètement engloutis. Au total, c'est près de 90 000 personnes qui ont été forcées de se déplacer. Mais d'un autre côté, un barrage comme celui-là, ça vous permet de réguler les crues, de stocker énormément d'eau pour l'agriculture et pour la consommation. Et puis en plus de ça, ça vous permet de produire énormément d'électricité. Donc si on résume, ça vous donne plus d'eau, plus de nourriture et plus d'énergie. Autant vous dire que c'est dans le top des choses les plus importantes pour la survie d'un pays. Et c'est donc parfaitement logique que d'autres pays veuillent aussi construire des barrages. Mais c'est là que les problèmes commencent. Parce que dans tout ça, l'Égypte a un énorme problème. Si on dézoome un peu, on peut voir que le Nil vient de bien plus loin. Et il se divise en deux. D'un côté, il y a le Nil blanc qui traverse 6 pays et qui prend sa source dans la région des Grands Lacs. Et de l'autre côté, le Nil bleu qui commence au lac Tana en Éthiopie et qui représente 80% du débit du Nil. Et les deux se rejoignent à Khartoum au Soudan. Donc tous les pays se servent en amont et l'Égypte se retrouve dans une situation de faiblesse en récupérant ce qui reste au bout de la chaîne. Mais le fait est que les autres pays, ils ont aussi besoin d'eau pour boire, pour l'agriculture et pour produire de l'électricité. Et c'est pour ça que le cas du Nil est extrêmement compliqué. Parce qu'il faut mettre d'accord 11 pays à propos d'une ressource qui est vitale. Autant vous dire que c'est impossible et que ça crée des grosses tensions entre tous les États. Parce que les pays en aval dépendent énormément des pays en amont. Et dans tout ça, il y a un pays en particulier qui se retrouve avec un immense pouvoir sur la survie de l'Égypte. Le plus grand barrage hydraulique d'Afrique. À nos frères égyptiens qui s'inquiètent, nous ne vous retiendrons jamais votre juste part d'eau. Ce que vous voyez ici, c'est le grand barrage de la Renaissance, le plus grand barrage d'Afrique. Il se trouve sur le Nil bleu, en Éthiopie, 15 km de la frontière avec le Soudan. Et comme vous pouvez vous en douter, il est assez grand. Il mesure 1,8 km de long pour 145 mètres de haut. Mais ce qui est vraiment impressionnant à propos de ce barrage, c'est sa capacité de stockage. 74 milliards de mètres cubes d'eau. Ça en fait un des plus grands réservoirs artificiels du continent. Et il a été construit pour une raison simple, produire de l'électricité. Le fait est qu'un barrage, c'est quand même super pratique pour produire de l'électricité. Il peut fonctionner en continu tant que vous avez de l'eau, et puis si à un moment donné vous n'en avez pas besoin, vous pouvez simplement fermer les vannes et stocker l'eau pour plus tard. Ce qui en fait un moyen super utile pour stocker de l'énergie. Mais le truc, c'est qu'avoir un barrage sur un fleuve aussi stratégique, c'est détenir un énorme pouvoir sur tous les pays en aval. En l'occurrence, là on parle du Soudan et de l'Égypte. Parce que si pour X ou Y raison, vous décidez de couper les vannes, du jour au lendemain, tous les pays en aval vont juste crever de faim et surtout de soif.
Alors en soi, il n'y a pas de raison que l'Éthiopie décide de faire ça, mais ça fait vachement flipper l'Égypte et le Soudan, ce qui se comprend clairement. On a déjà beaucoup parlé de l'Égypte depuis le début de cette vidéo, mais pour le coup, le Soudan a vraiment pas besoin de ça. Le pays est plongé dans des guerres depuis des décennies, c'est l'une des pires crises humanitaires actuelles et une très grosse partie de la population a déjà pas accès à l'eau potable. Et en plus de ça, il y a des groupes armés qui coupent les réseaux d'eau régulièrement. Et puis sans parler d'un cas aussi extrême de coupure totale du fleuve, le Soudan et l'Égypte, ils avaient peur de manière générale que le débit du Nil se réduise, en particulier pendant la phase de remplissage du barrage. Et puis une fois rempli, c'était aussi en période de sécheresse que le débit pourrait se réduire. Alors de son côté, l'Éthiopie a toujours soutenu que le barrage ne diminuerait pas significativement le débit du Nil, mais ça n'a pas empêché les tensions de monter. Et puis l'autre point qui n'a pas vraiment plu au gouvernement égyptien, c'est la date du lancement du projet. En mars 2011, on était en plein printemps arabe et il y a eu de grandes manifestations contre le pouvoir et l'Égypte traversait l'une des pires crises politiques de son histoire. Et pendant ce chaos, l'Éthiopie a lancé le chantier du barrage. Et pour le gouvernement égyptien, l'Éthiopie a clairement profité du moment pour avancer sans opposition. Bon, mais il y a eu des tentatives de dialogue parce qu'en 2015, le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie ont signé un accord de principe. Sur le papier, tout le monde est plutôt d'accord sur le fait que ce barrage il doit nuire à personne et que le Nil doit être partagé équitablement. Mais derrière la photo officielle, rien n'est vraiment réglé. L'accord était plutôt prometteur, mais l'Égypte a continué de réclamer l'arrêt du projet. Et puis il y avait aussi la question du remplissage du barrage qui n'avait pas été réglée en 2015. L'Éthiopie espérait pouvoir le remplir entre 4 et 7 ans, mais l'Égypte préférait que ça se fasse sur 15 ans pour éviter une pénurie d'eau. Et ils sont même allés jusqu'à menacer d'intervenir militairement si le barrage se remplissait sans accord. Et ça montre bien à quel point elle considérait le projet comme une atteinte à sa sécurité nationale. Alors de son côté, l'Éthiopie a réagi assez fermement à ces menaces en réaffirmant le fait qu'elle avait bien le droit d'utiliser ses ressources pour développer son pays et puis pour répondre aux besoins de sa population. Et puis l'histoire a continué et a continué. L'Égypte en a parlé à 2 reprises à l'ONU pour se plaindre, mais malgré les tentatives de dialogue, notamment menées par l'Union africaine, il n'y a pas eu beaucoup de solutions qui ont été trouvées en réalité. Et en parallèle, l'Éthiopie a rempli un peu discrètement son barrage pour qu'elle annonce officiellement en septembre 2023 que le remplissage de son barrage était fini. Bon alors ça vous vous en doutez, l'Égypte n'a pas du tout aimé et selon eux c'est une violation de leur accord de 2015. Et ça a rendu les relations encore plus tendues. Et c'est une situation qui est super compliquée parce que c'est super compréhensible pour les deux pays. D'un côté, il y a l'Égypte qui dépend à 97% du Nil pour son eau douce. Et de l'autre côté, il y a l'Éthiopie qui a pour le coup un peu forcé pour construire ce barrage et pour le remplir, mais qui depuis le début du projet prévoit de produire jusqu'à 60% de l'électricité de son pays grâce à ce barrage. En vrai c'est énorme, donc forcément qu'ils ont envie de le construire ce barrage. Et en plus de ça, pour compliquer davantage la situation, évidemment que l'Éthiopie c'est pas le seul pays à vouloir exploiter davantage le Nil. Plus globalement, les 11 pays ils souhaitent pouvoir s'approprier la ressource qu'est le Nil parce que ça devient progressivement une question de sécurité nationale. En fait, avec le changement climatique, le cycle de l'eau est de plus en plus imprévisible et les sécheresses de plus en plus fréquentes. Et une pénurie d'eau à l'échelle de toute une région, ça pourra entraîner des famines, des maladies, des déplacements de population à très grande échelle et des crises politiques et économiques. Et dans tout ça, l'Égypte, elle continue de défendre ce qu'elle appelle ses droits historiques sur le Nil. Depuis longtemps, c'est elle qui a le plus de pouvoir sur le fleuve en s'appuyant sur d'anciens accords coloniaux. Le premier, c'est l'accord de 1929, qui a été signé avec le Royaume-Uni et qui donnait à l'Égypte une position dominante sur le Nil. Mais après son indépendance, elle a gardé cette position. Puis en 1959, il y a eu un autre accord qui a été signé avec le Soudan et même s'il ne fait pas référence au texte de 1929, ils ont gardé la même logique. Donc d'un côté, on a l'Égypte qui a le droit de pomper dans le fleuve 55 milliards de mètres cubes par an et de l'autre côté, on a le Soudan qui a aussi énormément besoin d'eau mais qui peut pomper uniquement 18 milliards de mètres cubes par an. Et aujourd'hui encore, l'Égypte s'en sert comme argument pour revendiquer sa priorité d'accès à l'eau. Sauf que les autres pays en amont, ils voient eux aussi leur population exploser. Ce qui veut dire besoin de plus d'eau potable, plus de nourriture et plus d'énergie. Alors, ils réclament eux aussi une part plus équitable du Nil. D'ailleurs, on estime que les pays qui sont traversés par le Nil pourraient passer de 500 à 800 millions d'habitants d'ici 2050, dont 250 millions uniquement sur l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Et pour répondre à ces besoins, les barrages, ça reste une super solution.
Alors, c'est pas une solution miracle, mais ça peut permettre quand même de stocker énormément d'eau et puis aussi de produire de l'électricité. Bon, le seul truc, c'est que qui dit plus de barrages, ça veut dire plus de tension. Alors, en 2010, il y a un nouvel accord qui a été proposé pour un partage plus équitable. Et presque tous les pays l'ont signé. Tous, sauf l'Égypte et le Soudan, qui le considèrent comme une menace. Et honnêtement, je sais pas si c'est possible de mettre tout le monde d'accord. On parle d'une ressource qui est tellement vitale, donc forcément, il y a des désaccords et les tensions s'intensifient de plus en plus dans la région. D'autant plus que l'Égypte, elle ne sait pas si elle peut encore compter sur le Soudan, qui était jusqu'à présent son seul allié sur le sujet. Donc ça va pas forcément dans le bon sens, mais malgré les tensions, il y a un peu d'espoir. Parce qu'il y a des efforts de coopération qui ont vu le jour avec l'aide de l'ONU et de l'Union africaine notamment. Et il y a aussi la commission du bassin du Nil qui a été mise en place. Elle est encore jeune et elle ne regroupe pas tous les pays, mais ça montre bien que de manière générale, les pays réalisent de plus en plus que de toute façon, s'ils veulent s'en sortir, ils vont devoir travailler ensemble. Maintenant, est-ce qu'on peut rester qu'optimiste face à cette situation? Je sais pas. Et c'est aussi assez difficile de croire que les guerres de l'eau vont pas s'intensifier très largement dans le monde dans les années à venir. Il y a déjà plein d'affrontements armés qui ont éclaté pour le contrôle de sources d'eau ou de réseaux d'irrigation. Et ça en Afrique et au Moyen-Orient. L'eau se raréfie et les populations explosent, donc les deux courbes vont s'éloigner l'une d'elles de plus en plus. Et ça, selon moi, ça peut que créer des conflits, malheureusement. Et de manière générale, l'eau va davantage devenir un moyen de pression lors des conflits. C'est d'ailleurs assez simple d'envoyer 2-3 missiles sur un barrage pour anéantir les réserves d'eau de tout un pays en un claquement de doigts. Bref, mais j'ai pas envie de finir cette vidéo sur une note négative parce qu'on a le droit d'être optimiste quand même. D'abord, il faut mieux gérer l'eau, moderniser l'agriculture, irriguer plus intelligemment et surtout arrêter de gaspiller l'eau. Ensuite, il y a des solutions comme la désalinisation qui peuvent être mises en place. Alors, c'est des solutions en parallèle et c'est pas du tout des solutions miracles parce que déjà, on va pas irriguer des champs avec ça et ça coûte énormément d'énergie. Mais ça peut quand même aider pour l'eau potable. Et surtout, on en revient à la même solution depuis le début et la seule vraie et unique solution, c'est la coopération. Parce que s'il n'y a pas d'accord équitable entre tous les pays, ça ne pourra jamais fonctionner. Et finalement, la vraie question, c'est pas à qui appartient le Nil, mais c'est plutôt comment est-ce que tous ces pays peuvent vivre ensemble autour de lui.